Donc, je vais parler de l'état de choc et hémorragique. Je suis le docteur Hilary Mika, je suis consultante de Hilary Loisière. Les hémorragies représentent environ 1 900 000 décès par an, avec la cause traumatique qui est la plus importante, avec 1 500 000 décès par an. C'est en fait une mortalité médicale. Et on sait que ça touche le plus souvent les jeunes. Et ça correspond à peu près à 75 millions d'années de vie perdues. Là, c'est en fait ce beau papier en fait, qui est dans le lien en fait. On a tous les sites hémorragiques possibles, que ce soit en fait au niveau aux yeux, que ce soit en fait au niveau des organes de foie, ou encore au niveau pulmonaire. Après en fait, notre lecture, surtout les papiers physiopathologiques sur le sujet, on sent bien que la triade létale en fait chez ces patients-là, c'est la coagulopathie, l'hypothermie et la cirrhose. Si on ne corrige pas tout ça, sur les patients en fait qui vont faire des états de choc hémorragique, et ça grave. Là, c'est un peu de physiopathologie aussi. C'est pour dire que les patients en fait, qui vont faire des hémorragies vont perdre beaucoup de sang. Ils vont perdre en fait des globules rouges, en fait des facteurs de coagulation, comme aussi des plaquettes. Rajouter à ça, on aura aussi une activité des facteurs de coagulation. On peut avoir aussi des facteurs iatrogènes tels que quand on aura des vaisseaux, par exemple, des spécialités de percutants cristallins froids, ça peut induire des hémoglobites, ça peut induire des hypothermies, ça peut induire des acidose. Tout ça combiné fait qu'on aura une réponse à l'énergie qui correspond en fait à la vasoconstriction qu'on connaît bien. Aussi au niveau local des processus hémostatiques tels que la production de l'information en fait, de virus. Au niveau génétique, on a, ce qui ressort des papiers, c'est qu'on a une meilleure adaptation des unités par rapport à l'unité active. Et aussi, au niveau des tissus, on aura un niveau d'activation des tissus en fait, qui a conduit à une différence viscérale. Là, c'est une classification en fait, des états de choc hémorragique en fonction de la perte sanguine, de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la pression différentielle, de la fréquence respiratoire et aussi du statut mental. Et en fait, un stade 4 correspond par exemple à une personne qui a perdu plus de 2 200, qui a une fréquence cardiaque à plus de 140. Une personne en fait qui a aussi une pression artérielle basse, une pression différentielle pincée, une fréquence respiratoire augmentée et aussi une confusion et une altération de la conscience. Chez ces patients, il en ressort que tout comme on prend en charge les AVC, on prend en charge les patients qui font des infarctus du myocarde, leur sauver la vie, c'est vraiment localiser les saignements et les transporter le plus rapidement à l'hôpital. C'est vraiment important, il faut éviter qu'il fasse le maximum de sang, parce qu'une fois finalement que le choc hémorragique s'est installé, on aura la différence multiviscérale derrière le décès. Donc, la chaîne de suivi, c'est d'abord un milieu hospitalier, on commence par l'éducation. L'éducation, c'est déjà prévenir en fait la violence, parce qu'on sait que ce soit les homicides ou encore les agressions, c'est des patients qui vont avoir quand même, ce sont des causes évitables. Si les patients ont des anévrismes de la route abdominale, il faut les surveiller avant qu'ils ne se rendent. Si les patients en fait, qui ont des hémorragies digestives, on sait que l'hélicobacter pylori est un facteur sur lequel on peut agir pour éviter des hémorragies digestives et éduquer aussi le plus possible en fait aussi les médecins et le public. La prise en charge hospitalière commence aussi par déjà identifier les hémorragies et les contrôler. Là, par exemple, on a tous les sites hémorragiques au niveau des membres. Quand on peut au niveau des membres, on commence à comprimer. On peut aussi utiliser des garrots de tourniquet en fait pour stopper les saignements. Le principe des garrots de tourniquet, c'est vraiment de ne pas les laisser longtemps. Il faut les transporter le plus rapidement possible dans un site où il peut avoir une chirurgie rapidement. Il y a malheureusement des sites qui ne sont pas accessibles à des garrots tels que les zones de tension qui sont là en bleu. Ce sont des zones en fait où on recommande de comprimer avec des vêtements par exemple. Et pour les sites vraiment pas composites du tout, c'est tout ce qui sera crâne, thorax ou encore abdomen, à ce moment-là, il faudrait utiliser par exemple des échographies pour voir s'il y a des saignements occultes.
Là, c'est le principe qui ressort de ce papier assez intéressant. Il faut éviter d'avoir une animation agressive. Il faut lutter contre l'hypothermie. Et il faut aussi rapidement transporter ces patients à l'hôpital. Là, c'est la prise en charge quand ils arrivent à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, en fait, ce sont des patients qui vont devoir, chez qui on va devoir faire assez rapidement, retrouver rapidement, en fait, l'état de choc hémorragique, essayer de diagnostiquer rapidement l'état de choc hémorragique, c'est-à-dire quelle quantité de sang ils ont perdu, en fait, en milieu hospitalier. Est-ce qu'ils prennent des anticoagulants, est-ce qu'ils prennent des anticoagulants plaquettaires, les examiner, faire des radios du bassin, des radios du poumon, faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de saignement occulte, comme on disait précédemment, faire des prises de sang, c'est le groupe sanguin, le gaz du sang avec les lactates, par exemple, faire aussi le dosage des cellules, le dosage hématologique des cellules sanguines, le dosage électronique des facteurs d'appropriation. Lorsqu'ils ont un état de choc, commencer déjà à les remplir un peu. On verra plus tard qu'il y a des principes assez clairs pour le remplissage et la transfusion de ces patients. Et il ressort aussi de ce papier que c'est des patients qu'il faut transfuser de manière massive, en fait, notamment lorsqu'ils sont en état de choc. Une fois qu'ils sont à l'hôpital et qu'on a commencé les mesures en fait, de réanimation, il faut en fait, faire des négociations définitives, c'est-à-dire commencer en fait, si il y a une prise en charge chirurgicale qui est possible, commencer en fait à la faire. S'il y a une prise en charge angiographique par embolisation qui est possible aussi, y penser à appeler les radiologues. Et si en fait le saignement est accessible en fait par voie endoscopique, ne pas hésiter, notamment dans les hémorragies digestives. Une fois que les patients ont été, une fois qu'on a essayé de stabiliser le saignement, sur les patients qui vont vraiment rester en réanimation, le but était effectivement de surveiller l'évolution des saignements, surveiller les facteurs de la coagulation, surveillant en fait les prises de sang, les transfuser lorsque c'est encore nécessaire et ne pas oublier aussi de regarder avec l'échographie pour chercher des dysfonctions cardiaques parfois associées en fait, chez ces patients. Là, c'est les principes en fait, du jamage contrôle qui ressortent aussi de ce papier. Il faut corriger l'hypothermie, comprimer les plaies lorsque cela est possible, ne pas les transfuser, ne pas les remplir massivement parce qu'on sait que c'est plutôt délétère. Pour trop les remplir, en fait, va plutôt augmenter leur mortalité. Il recommande même dans les traumatismes qui sont pénétrants de ne même pas les remplir et les transporter directement à l'hôpital lorsqu'on sait que les délais sont très raccourcis. Pas plus de, lorsque c'est nécessaire qu'ils soient en état de choc, pas plus de 6 litres dans les 6 heures. Transfuser massivement, faire une hémostase définitive qui peut être chirurgicale, endoscopique ou encore avec une angiographie. Ce qui ressort en fait dans les ratios en fait de transfusion, c'est le ratio 1-1-1, ça veut dire un plasma, un concentré globulaire et des plaquettes aussi de la même façon. Et les collègues parleront plus tard du fait de devoir en fait administrer des antidotes aux patients en fait, qui prennent des anticoagulants. Là, c'est un autre papier qui est sorti en 2019 dans le Critical Care, qui est aussi intéressant parce qu'il rappelle un peu les principes en fait, de prise en charge de ces patients avec des hémorragies importantes. Au niveau de la physiopathologie, on revient un peu sur ce qui avait déjà été dit. C'est des patients avec des caractéristiques particulières en termes d'âge, de génétique, de comorbidité, aussi en termes de prémédication, parce qu'ils prennent peut-être des anticoagulants, des médicaments en gros qui peuvent potentialiser les saignements. C'est des patients qui, lorsqu'ils ont un traumatisme, on sait qu'un traumatisme en fait, va élever des dommages au niveau des tissus, et que ces dommages en fait, vont entraîner une hémorragie. Si l'hémorragie n'est pas contrôlée, on va arriver au choc, et ce choc en fait induit une hypoperfusion. Et on sait que cette hypoperfusion, si elle n'est pas contrôlée, on a une cascade en fait, de réactions à la fois inflammatoires et adrénergiques qui vont conduire en fait, à une hypofibrilite. Cette hypofibrilite, en fait, est celle qui va conduire en fait, à plutôt une coagulopathie qui est plutôt anormale, une coagulopathie qui est plutôt délétère pour le patient. Ici sont représentés des facteurs iatrogènes avec toujours les sociétés PISA-3 qui vont donner les facteurs de coagulation qui vont entraîner l'acidose et l'hypothermie. Ou encore ici, lorsqu'il saigne activement, il y a une affaire de facteurs de coagulation et aussi la consommation qui participe aussi à cette coagulopathie qui est plutôt pathologique. Dans ce papier, il recommande des choses à la fois pour le pro-hospitalier, mais aussi pour l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital. La première chose qu'on avait déjà dans le papier précédent, il faut les transporter rapidement à l'hôpital, vraiment sans délai. La deuxième chose, c'est qu'il faut
on continue effectivement, comme le disait aussi Babel précédent, il faut comprimer en fait chaque fois que c'est possible, comprimer les plaies, comprimer les zones de blanchiment et des vêtements, essayer de maintenir un niveau d'oxygénation qui est correct. Ça veut dire éviter l'hypoxémie parce que ça peut induire des lésions à la fois cérébrales et des lésions aussi au niveau myocardique. Au niveau du diagnostic, à la phase initiale, on veut ce papier, le critical care, le papier sur ces recommandations européennes, par dans le critical care, on recommande d'avoir assez rapidement l'étendue des lésions traumatiques. Et pour cela, il faut une combinaison de facteurs physiologiques, de facteurs anatomiques, aussi de mécanismes en fait, du traumatisme et la réponse initiale aussi aux mesures de réanimation, de manière à ce qu'on sache un peu où ça saigne et qu'on sache quel site prioriser, quel site traiter en premier. On a par exemple le choc index ressort dans la littérature comme étant un élément sensible pour détecter un état de choc hémorragique avant même le diagnostic. Là, c'est l'imagerie qui ressort aussi en termes pour le diagnostic. L'imagerie est intéressante, par exemple, parce que l'échographie a recommandé à la phase initiale lorsque les patients sont instables, notamment aussi dans les traumatismes en fait, qui peuvent affecter le tronc ou encore l'abdomen. Pour le reste, on peut faire aussi des radios, du bassin, radio des poumons, mais on essaiera, en disant comme ça, d'avoir un scanner assez rapidement chez les patients qui sont stabilisés. Ça nous permettra d'avoir un meilleur diagnostic lésionnel chez ces patients. L'hémoglobine, il nous faut une hémoglobine à la phase initiale. Et cette hémoglobine, en fait, doit être répétée. Il va y avoir un ST10, par exemple. Et lorsque l'hémoglobine est passée à la phase initiale, c'est moins une hémorragie sévère. Dans ce papier, ressort aussi le lactate et le déficit en bas, qui sont des marqueurs d'hypoperfusion tissulaire. Il ressort même dans ce papier que lorsque le lactate ou encore le déficit en base ne se corrige pas dans les 24 heures, c'est un élément de mortalité important chez ces patients. Pour les facteurs de coagulation, il faut les avoir à la phase initiale avant de transfuser les patients, mais aussi les répéter, que ce soit le taux de thrombine, les plaquettes ou encore le fibrinogen. Et parce qu'en fait, ça va conditionner, ça va permettre aussi de voir comment évolue le patient. Là, c'est les principes dans la prise en charge. Mes collègues nous reviendront encore après. Le choc hémorragique est un choc où on va adopter une stratégie d'hypotension permissive. On propose, et c'est ça qui améliore la survie, en fait, d'avoir des objectifs de pression artérielle basse, notamment une pression artérielle systolique entre 80 et 90, pas plus. Avoir une attitude agressive en termes de réanimation chez ces patients va plutôt être délétère pour eux. C'est vraiment différent du choc septique. Cette attitude en fait thérapeutique est celle qui sera recommandée lorsqu'ils n'ont pas de lésion cérébrale. Lorsqu'ils ont des lésions cérébrales, on recommande plutôt d'avoir des objectifs un peu plus élevés, au-dessus de 90 mm. Et on le disait déjà dans le papier précédent, c'est de dire qu'on ne les remplit pas beaucoup. Il faut vraiment, à moins qu'ils ne soient en état de choc, on ne les remplit pas beaucoup. Le mieux, c'est de les transporter rapidement à l'hôpital. Si on les remplit et qu'on n'arrive pas à obtenir un objectif de pression artérielle entre 80 et 90, ça veut dire vraiment plus bas, à ce moment on peut utiliser des vasopresseurs pour nous aider à maintenir un niveau de pression artérielle dans les objectifs et parfois utiliser même des inotropes lorsqu'on a une distension mécanique associée. En termes de type de fluide, ce qui ressort dans la littérature, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice à utiliser des colloïdes ou autres solutés par rapport aux solutés isotoniques telles que le NaCl, je veux dire 0,9%. C'est ça qu'on va utiliser comme soluté pour pouvoir remplir ces patients. Et aussi de dire que tout ce qui ressort aussi en termes de différence, il y a le rejet lactate qui ressort un peu en disant que le rejet lactate a beaucoup moins de sel et lorsque les patients ont des lésions cérébrales, préférez le rejet lactate parce que ça va limiter les flux en fait, de fluide au niveau des neurones, par exemple. Pour l'hémoglobine, l'objectif d'hémoglobine, c'est entre 7 et 9 grammes par décilitre d'hémoglobine. On ne transfuse pas également, on essaie de toute façon souvent de maintenir ces objectifs-là. La température, c'est très important. Il faut une température entre 36 et 37, en gros, une température qui est normale. En dessous, on a une inactivité des enzymes, une activité des facteurs de coagulation qui est plutôt délétère pour ces patients.
Là, c'est le principe du damage control. On en parlait déjà aussi avant, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont tellement instables sur le plan hémodynamique qui ont une coagulopathies qui est très très altérée, qui ont l'acidose hypothermie. Et ces patients-là, on ne va pas aller directement sur une chirurgie définitive. On peut faire en fait des chirurgies d'attente. C'est effectivement un lavage contrôle. On va essayer de comprimer, de faire une laparotomie, aller comprimer en fait les sites qui saignent, attendre avant de partir faire une hémostase définitive. C'est pareil aussi de dire que lorsqu'on a un site, on peut faire la réhabilitation, il faut le faire. Lorsqu'on peut faire lorsqu'on a localisé précisément ce sédiment, on peut aussi aller solutionner aussi. Mais quand on n'a pas ces éléments-là, c'est plus compliqué. On peut faire effectivement, on peut utiliser des stratégies de damage control. Il ressort aussi dans la littérature, ça là, l'occlusion par un ballon aortique, c'est de dire qu'on va mettre en fait un ballon en fait au niveau de la horte, ça stoppe le saignement. Bon, c'est une solution d'attente, on n'est pas définitive, mais ça permet quand même de gérer tout ce qui est coagulation, normothermie et corriger l'acidose avant d'aller sur une chirurgie définitive. Là, c'est des recommandations sur l'utilisation des traitements qui vont agir sur la coagulation. Dans ce papier, il ressort qu'on peut utiliser, on doit même utiliser l'acide tranexamique. On doit pouvoir l'administrer en fait avant que le patient n'arrive à l'hôpital. C'est 1 gramme en fait qu'on donne en fait 10 minutes avec possibilité de continuer l'administration en fait en IVSE sur mes collègues après reviendront sur ça. Là, c'est le papier qui montre aussi qu'on doit pouvoir penser aussi au plasma, notamment lorsqu'ils ont des anomalies de la population avec un allongement du temps de vitamine active avec du cerveau anormal. Là, c'est le fibrinogène. On doit pouvoir leur administrer du fibrinogène lorsqu'il est en dessous de 1,5 g. Vraiment, l'objectif, c'est qu'il soit au-dessus de 1,5 g. Là, c'est l'administration de plaquettes. L'objectif étant d'avoir des plaquettes entre 50 et 100 000 par millimètre cube. Et le calcium, on sait que les produits de transfusion contiennent du citrate qui vont chélater le calcium et entraîner une hypocalcémie qu'il faut corriger chez ces patients. Et à la fin, l'utilisation d'antidotes qui est recommandée chez les patients qui prennent des traitements anticoagulants. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à Thomas. Présenter la prise en charge du choc hémorragique en réanimation. Moi, je suis Thomas Lacoste, je suis chef en Réamed. Donc, tout d'abord, la définition du choc hémorragique, c'est donc un déficit de transport de l'oxygène avec une hypoxie tissulaire qui sera liée à 2 causes dans ce cas précis, l'hypovolémie et le déficit en hémoglobine. Donc, la classification, on va tous vous montrer un petit peu la même. La classification de l'American Chest Surgeon de la zone des traumas. Donc, elle n'est pas basée sur grand-chose, mais elle a le mérite d'exister. Donc, elle va différencier les classes 1 à 4 avec une augmentation de la sévérité en fonction de la perte sanguine estimée, de la fréquence cardiaque, de la pression pulsée qui sera conservée et très rapidement diminuée dès la classe 2 à partir de 750 ml de perte sanguine, et la pression artérielle moyenne qui sera diminuée uniquement à partir de la classe 3, plus de 1,5 litre de perte sanguine, et donc qui signifiera déjà une sévérité, donc le choc hémorragique. Donc la prise en charge spécifique tout d'abord, il est important que les patients aient une voie d'abord de gros calibre. Il vaut mieux privilégier une petite VVP de gros calibre plutôt qu'un KTC. Si besoin d'un KTC, du coup, on privilégiera la voie d'un cathé central fémoral, puisque le débit il va dépendre du rayon du diamètre du cathéter au carré divisé par la longueur. Donc une petite voie d'un gros calibre donnera une bien meilleure efficacité du remplissage. Donc le remplissage vasculaire, l'objectif, c'est d'avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Il n'y a pas de supériorité du remplissage précoce versus tardif. Il y a plusieurs méta-analyses ou des revues systémiques de la littérature qui ont évalué que
faire un remplissage abondant ou un remplissage de faible quantité, il n'y a pas de supériorité. Donc, le soluté de choix pour le remplissage, ce sera le cristalloïde tout d'abord, plutôt modéré quand même, avec un rapport en 2 pour 1 au maximum entre soluté cristalloïde et masse sanguine, avec un risque de ressaignement plus important en cas de remplissage par cristalloïde très abondant, sans remplissage par concentré par culot globulaire. On pourra mettre ensuite des colloïdes donc, qui auront une forte action tonique vasculaire en cas de remplissage abondant, voire même associé du sérum salé hypertonique afin de limiter l'extravasation extravasculaire. Concernant les produits sanguins labiles, donc on va bien entendu transfuser des concentrés globulaires rouges avec un objectif entre 7 et 9 grammes par décilitre d'hémoglobine. Le plasma frais congelé, il faudra l'adapter en fonction de la coagulopathie et de la dose transfusionnelle totale. Globalement, on va mettre initialement 10 à 15 ml/kg de plasma frais congelé et adapter ensuite avec un rapport de 1 PFC pour 1 kg en cas d'hémorragie importante. Les concentrés plaquettaires, donc on va mettre 4 à 8 concentrés plaquettaires initialement et ensuite avoir un objectif soit 50, 100 giga par litre. Ça va dépendre un petit peu de la littérature. Un ratio plaquettaire globule rouge à 1 supérieur à 5 de plus de 1 pour 5 sera associé dans une étude assez avec peu de patients à une amélioration de la survie. Concernant les catécholamines, la catécholamine de Schra sera bien entendu la noradrénaline, puisqu'il n'y a pas de nécessité d'avoir une action bêta, puisque le cœur va avoir une hyperkinésie réactionnelle, donc on va vouloir bénéficier de l'action alpha-adrénergique isolée de la noradrénaline. L'indication de la noradré, ce sera donc en cas d'intubation orotrachéale, puisque les patients auront une levée de la stimulation sympathique qui est associée au choc hémorragique. Il va y avoir une grande stimulation sympathique qui va maintenir leur tension par la tachycardie et par une vasoconstriction périphérique, ou en support transitoire, en bridge de correction de l'hypovolémie. En cas de pérennisation du choc vasoplégique, on utilisera aussi, là aussi la noradrénaline, puisque tout choc prolongé sera nécessairement associé à une vasoplégie périphérique. Avec une petite mise en garde et une étude de faible importance et qui n'a pas, je pense, parfaitement contrôlé les biais, qui montrait une surmortalité en phase initiale en cas de perfusion de noradrénaline, mais les patients étaient probablement plus graves. On va devoir aussi maîtriser la coagulation. Donc, selon les papiers, il y a 30 à 70% de troubles de coagulation qui vont survenir associés selon la gravité de l'hémorragie. Donc, pour maîtriser la cascade de coagulation, on va devoir lutter contre l'hypothermie, qui va entraîner une thrombopathie et une altération de la coagulation et qui est un facteur de risque de mortalité dans le choc hémorragique. Il faut savoir que les troubles de coagulation ils vont véritablement apparaître en dessous de 35 degrés. Le calcium, donc tous les produits sanguins labiles, ils ont des chélateurs du calcium. Donc en cas de transfusion massive, il va falloir contrôler la calcémie ionisée et assez rapidement, initialement, mettre 1 gramme de chlorure de calcium en prévention de l'hypocalcémie. Le fibrinogène, donc comme vous avez dit un peu plus tôt, on va essayer de viser plus de 1 gramme, 1,5 gramme de fibrinogène. Et le facteur 7 activé en cas de persistance de saignement avec les soins de support. Concernant chez les patients qui ont des AVK, il y aura bien entendu une indication au PPSB et bien que ce soit beaucoup moins rapide à la vitamine K en antagonisation. Et pour les patients avec des anticoagulants directs ou redirects, le PSV aussi, et si possible, en cas de traitement par Pradaxa, l'antagoniste, le Praxipiride. Pour les chocs hémorragiques post-traumatiques, donc la prise en charge chirurgicale, elle est à réaliser dès que possible en cas de lésions évidentes, et une évaluation doit être rapide si ce n'est pas évident, soit une radio de thorax et du pelvis, soit une fast écho ou un TAP s'il est transportable.
La radioembolisation en cas d'échec de chirurgie ou en cas de récidive sera à privilégier. En cas de choc hémorragique d'origine digestive, ce sera l'hématémèse ou la rectorragie ou le méléna. On va rechercher donc le plus souvent une hémorragie digestive haute, donc avec un ulcère gastro-duodénal ou une rupture de varices œsophagienne. La prise en charge, si on n'a aucune orientation, ce sera donc les IVP en IVSE en bolus de 80 mg puis 8 mg/h. La sandostatine en cas de suspicion de rupture de varices œsophagienne. Et on n'oublie pas l'antibiothérapie en cas de VO, céfotaxime 1 x3. Après l'évaluation, ce sera après stabilisation hémodynamique. On fera la fibroscopie gastrique dès que possible dans les 24 heures s'il n'y a pas de suspicion de VO et dans les 12 heures s'il y a une suspicion de varices œsophagienne. Donc, au total, les messages à retenir, c'est que l'hypotension, elle est tardive, c'est au bout de... quand il y a une importante perte de sang, avec un risque de sous-estimation initiale de la mesure de l'hémoglobine. Le remplissage vasculaire, il doit être précoce. La catécholamine de choix, ce sera la noradrénaline. Et les produits sanguins habiles, il faut les équilibrer globalement. Donc, si vous êtes intéressé par ça, il y a des guidelines de choc hémorragique global de Rossin qui sont publiés dans Critical Care. Il y a une revue qui a été faite par Canon dans le New England en 2008 et en français, vous avez Mouglé de 2008. Et du coup, j'enchaîne sur l'acide tranexamique. L'acide tranexaminique, donc tout d'abord, le mécanisme d'action, c'est un mécanisme qui est antifibrinolytique, c'est un analogue synthétique de la lysine qui permet un blocage réversible des sites de liaison de la lysine sur le plasminogène. Donc, ça va empêcher la fixation du plasminogène sur la fimée et donc inhiber la fibrinolyse et la dégradation de la fibrine du caillot. Mais il y a beaucoup de méta-analyses qui ont été faites, notamment celle-ci qui était bien faite, qui montrait qu'il y avait un bénéfice de l'utilisation de l'acide tranexaminique chez les patients en cas d'utilisation assez précocement, donc avant les 3 heures, puisque là vous voyez qu'il y a une absence d'efficacité dans le sous-groupe des patients qui ont une injection d'acide tranexaminique plus de 3 heures après le moment de leur lésion. Il n'y a pas de différence franche dans les sous-groupes en fonction de la stratification par la pression artérielle systolique, le Glasgow, le type d'atteinte. Donc, avec tout de même globalement, bien qu'il y ait une vraie absence d'efficacité dans le sous-groupe des patients qui ont une injection plus de 3 heures après la lésion réalisée, on voit qu'il y a tout de même un bénéfice sur la mortalité des patients qui sont traités par acide tranexaminique. Les effets indésirables, ils sont finalement assez faibles dans cette étude avec un grand nombre de patients. Il n'y a pas plus d'événements ni emboliques, ni veineux, ni emboliques artériels, finalement, chez les patients qui sont traités par acide tranexaminique plutôt que les patients qui ne le sont pas. Je vais vous présenter aussi cette autre étude qui a été plutôt utilisée pour ces applications militaires, qui retrouve ici aussi en multivarié un bénéfice de l'utilisation de l'acide tranexaminique chez les patients qui ont besoin d'une transfusion massive suite à dans le cadre d'une blessure chez les patients militaires. On voit ici avec des courbes de Kaplan-Meier un bénéfice très net des patients qui ont reçu l'acide tranexaminique avec une survie cumulée meilleure. Dans les traumas, là, c'est donc ici une méta-analyse de multiples études qui va retrouver, là encore, les mêmes résultats avec un bénéfice de la mortalité de l'acide tranexaminique, que ce soit dans des études randomisées contrôlées ou dans des études non randomisées contrôlées. C'est d'ailleurs dans les recommandations européennes de 2019, il est d'ailleurs recommandé d'utiliser l'acide tranexaminique dans les 3 heures
du trauma chez les patients avec nécessité de transfusion importante. On voit ici aussi, concernant les patients qui ont, les patientes qui ont une hémorragie de la délivrance, que l'administration rapide d'acide tranexaminique était, chez les patients qui n'avaient pas un choc très sévère, chez les patientes qui n'avaient quand même pas un choc très sévère, puisque la plupart d'entre elles avaient une pression artérielle systolique conservée supérieure à 90 mm de mercure, il y avait un bénéfice sur la mortalité avec une moindre mortalité dans cette très très grande étude ayant inclus plus de 20 000 patients. Concernant les effets indésirables, il est possible qu'il n'y avait pas de grande différence, il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui avaient de l'acide tranexaminique par rapport aux patients qui recevaient le placebo. On note qu'il n'y avait pas non plus d'événements d'embolie pulmonaire ou d'événements type convulsif. Toujours un assez bon rendement, avec finalement assez peu d'effets indésirables. Voilà. Il faut quand même noter qu'il y avait une étude rétrospective qui a été faite dans les réanimations dans le nord de la France, qui avait retrouvé une association de l'utilisation de l'acide tranexaminique avec les défaillances rénales dans le cadre des patientes qui avaient une hémorragie de la délivrance. Il faut savoir que ce résultat n'était quand même pas retrouvé après dans l'analyse multivariée. Et c'était probablement lié à une sévérité plus importante des patientes qui recevaient ce traitement. Il y avait, concernant les patients qui ont un trauma crânien sans saignement, on retrouvait ici, par contre, un vrai signal négatif en termes de survenue d'événements thromboemboliques avec significativement plus d'embolie pulmonaire chez les patients qui avaient reçu ce traitement. Donc, en conclusion, c'est un traitement qui est recommandé dans les chocs hémorragiques d'origine traumatique et dans l'hémorragie de la délivrance. Ça n'avait pas montré de bénéfice dans le trauma crânien. Sur une petite note annexe, il y a une indication à l'acide tranexaminique dans l'hémoptysie de moyenne abondance, mais cette fois-ci sous la forme inhalée. Pour ce qui est de l'hémorragie importante, le délai il est nécessaire qu'il soit injecté dans les 3 heures, avec une très probable perte de son efficacité en cas d'injection tardive. Il y a des contre-indications absolues à l'acide tranexaminique qui sont les antécédents de convulsions, l'insuffisance rénale grave ou la CIVD importante, puisque ça va majorer la consommation, et en cas de thrombose veineuse ou artérielle aiguë associée. Les contre-indications relatives seront antécédents personnels ou familiales de thromboembolique. Merci beaucoup, Thomas. On va passer la parole aux hématologues. Bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de parler avec Maxime Delru, médecin vasculaire dans notre service, donc des antidotes dans les chocs hémorragiques. Alors, tout d'abord, concernant le bilan d'hémostase réalisé
il faut savoir qu'à la Lavoisière, on a un circuit des prélèvements en cas d'hémorragie grave qui vous permet d'avoir le résultat rapidement à condition de signaler que c'est une hémorragie grave, hein, puisqu'on réduit le temps de centrifugation, on a un système d'alarme. Et en cas d'hémorragie grave, comme on vous a dit déjà, il faut avoir un TP, un TCA, un fibrinogène. Si vous avez un doute sur l'existence d'un traitement anticoagulant, hein, que vous dépistez avec le tantrombine ou l'activité anti-DISA HBPM. Et bien sûr, si on connaît le traitement, il faut nous le dire d'emblée pour qu'on vous mesure de manière spécifique les concentrations circulantes de dabigatran ou de xaban. Bien sûr, on aura aussi besoin de la créatinine, de l'évaluation de la fonction rénale et du bilan hépatique. Et donc, on a un système d'alarme qui nous permet de voir qu'il y a un bilan urgent en cours pour vous le rendre le plus rapidement possible. Alors là, en fait, on va parler d'une part d'antidotes, d'autre part d'agents hémostatiques, des anticoagulants. Je ne vous parlerai pas tellement des saignements par HBPM, HNF. La protamine, hein, qui est l'antidote de l'HNF, n'est efficace que sur cette dernière et est très peu efficace sur les HBPM. Mais ça, ce n'est pas les cas les plus fréquents. Donc, on va plutôt se focaliser sur la réversion des AVK avec l'antidote des AVK qui est la vitamine K et l'agent hémostatique que l'on va administrer parallèlement qui est le concentré de complexe protrombique ou CCP. Pardon. Ensuite, concernant les xabans, eh bien, on a deux antidotes spécifiques, l'andexanet et l'idarucizumab, et deux agents hémostatiques, donc les concentrés de complexe CCP et CCPA, donc concentrés de complexe protrombique ou concentré de complexe protrombique activé, on en reparlera. Alors, tout d'abord, les recommandations, celles concernant les AVK, donc en cas d'hémorragie grave, et a fortiori de choc hémorragique sous AVK, l'objectif à atteindre, c'est un INR inférieur à 1,5 avec des repos de l'HAS publiés en 2008. J'insisterai sur deux points. Premièrement, donc, cette administration de CCP, s'il y a un choc hémorragique, elle doit être la plus précoce possible, à la dose de 25 unités par kilo. Je vous rappelle que le CCP, hein, c'est concentré de complexe protrombique, c'est-à-dire PPSB, à savoir les facteurs 2, 7, 9, 10. C'est en particulier en ce moment le Confidex. Et aussi, ne pas oublier d'administrer de la vitamine K à la dose de 10 mg en cas de choc hémorragique, en privilégiant alors la voie orale ou IV. Si une voie IV, c'est évidemment aussi bien. Et ne pas oublier le contrôle de l'INR à 30 minutes, très important, car parfois ça nécessite une deuxième. Il faut vérifier que l'hémostase est assurée. Et enfin, si l'INR est donc supérieur à 5, on peut être amené à renouveler donc la dose de CCP. Et par ailleurs, ne pas oublier de contrôler à 6-8 heures, car l'effet du CCP est fugace. Si l'INR est disponible, eh bien, vous savez que selon l'INR, on peut moduler la posologie donc du CCP. Passons maintenant aux hémorragies graves et notamment au choc hémorragique chez un patient traité par un AOD. Ces recommandations ont été édictées il y a plusieurs années par le GIHP, elles sont toujours en vigueur. Et là aussi, il faut donc viser une réversion immédiate sans attendre le résultat du dosage. Et on va voir ces différents moyens de réversion. Donc, pour le dabigatran, l'idarucizumab, donc l'antidote spécifique. Pour la pixaban, en pratique, l'andexanet, je vais vous en parler, mais il n'est pas disponible. Il y a une AMM, mais il n'est pas disponible en France. Et donc, on va privilégier l'utilisation du CCP à la dose de 50 unités par kilo de facteur 9 et discuter éventuellement l'administration de charbon actif si la prise date de moins de 6 heures. Donc, voyons les antidotes spécifiques. Premièrement, pour un patient traité par dabigatran,
on va donner de l'idarucizumab, qui est un fragment d'anticorps monoclonal murin humanisé, qui va donc complètement capter le dabigatran. C'est donc très spécifique, avec une très grande affinité pour le dabigatran, et ça va vous permettre vraiment de totalement donc anéantir les concentrations, faire tomber à zéro de manière très rapide les concentrations de dabigatran circulant. Vous voyez ici les concentrations dabigatran de départ qui vont jusqu'à 500 nanogrammes par ml. Donc l'administration se fait par voie IV 2,5 grammes à quelques minutes d'intervalle. Et vous voyez qu'immédiatement, il n'y a plus de dabigatran circulant. Attention, au bout de 12 heures, il peut y avoir une recirculation du dabigatran qui vient du dabigatran extravasculaire qui retombe dans le compartiment intravasculaire. Et en pratique, il a été montré que ce sont les patients qui ont une concentration initiale de dabigatran supérieure à 200 nanogrammes par ml qui, eux, vont avoir une concentration qui va réaugmenter. Si la concentration initiale est inférieure à 200, eh bien, il n'y a pas de réaugmentation des concentrations circulantes. Néanmoins, donc, vérifier à 12 heures la concentration plasmatique de dabigatran, voire un peu plus tard. Alors, évidemment, l'administration d'un antidote chez un patient qui est traité pour un anticoagulant ne peut s'accompagner que forcément d'accident thromboembolique à 30 jours. Et ici, dans l'essai clinique, dans le groupe saignement grave, avec donc un groupe qui comprenait 301 patients, ces événements thromboemboliques sont intervenus chez, vous voyez, environ 5% des patients. Et quand on regarde les caractéristiques de ces patients au départ, donc beaucoup venaient avec une hémorragie intracrânienne, on sort un tout petit peu du sujet, eh bien, vous voyez qu'on a 5% de complications thromboemboliques à titre de maladie thromboembolique veineuse ou d'AVC ou d'infarctus, principalement chez des patients très âgés. Par ailleurs, dans ce groupe de saignement grave, la mortalité globale était de 13,5%, mais encore une fois, avec beaucoup d'hémorragie intracrânienne. L'andexanète alpha, alors là, on est dans un principe totalement différent. On n'est plus, c'est pas du tout un anticorps, c'est en fait un facteur 10 activé LEUR et qui va donc se lier donc à l'apixaban ou au rivaroxaban. Et l'heure, pourquoi? Eh bien, c'est la structure du facteur 10A, mais dont on a muté le signe catalytique, évidemment, pour que ce ne soit pas trop thrombotique, en tout cas pas sur le plan théorique. Et puis, on a délété du domaine GLA qui permet au facteur de se lier, aux phospholipides des plaquettes activées. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a bien une AMM, mais il n'est toujours pas disponible en France. L'essai qui lui a permis d'obtenir l'AMM, portait donc, un essai ouvert, qui portait sur non comparatif, qui portait sur 352 patients d'âge moyen 77 ans avec hémorragie sévère, avec des patients qui avaient pris leurs médicaments anti-DISA moins de 18 heures après la prise. Il y avait, vous voyez, là encore beaucoup d'hémorragies intracrâniennes et des hémorragies gastro-intestinales. Et là, vous voyez que le schéma est assez complexe avec, selon le délai par rapport à la dernière prise d'apixaban ou rivaroxaban, un bolus qui est soit 480 mg, soit si le délai est inconnu, et là c'est pour le rivaroxaban pour un délai inférieur à 7 heures, un bolus plus important, suivi d'une perfusion. Donc là, on est dans des schémas totalement différents de l'idarucizumab, c'est des perfusions continues pendant 2 heures, parce que le principe, ça va être de capter le xaban, mais ceci est une captation réversible, contrairement au principe de l'anticorps monoclonal pour le dabigatran.
Néanmoins, dans ce groupe, pour les 249 patients qui ont reçu l'andexanet, eh bien, l'efficacité hémostatique était jugée bonne ou excellente pour 82% des patients, et ceci, quel que soit le XAVAN, le site de saignement, l'âge ou d'ailleurs la dose d'andexanet. Quand on regarde les concentrations plasmatiques après la fin du bolus, donc ici, les concentrations plasmatiques à l'état basal quand le patient arrive, et puis à la fin du bolus et à la fin des 2 heures de perfusion. Alors, vous voyez que ça marche bien pour la Pixavan, et vous voyez que dès qu'on arrête la perfusion, eh bien, la Pixavan se remet à circuler. On est à nouveau au-dessus de 30 nanogrammes par ml. Et pour le cas du rivaroxaban, eh bien là, on voit même qu'à la fin de la perfusion, on a toujours plus d'à peu près la moitié des patients qui ont des concentrations significatives de rivaroxaban. C'est donc, et ça remonte, vous voyez, immédiatement. Donc, c'est loin d'être la panacée. Et par ailleurs, on a des événements thrombotiques à 30 jours qui sont donc pour 10% des malades, avec une mortalité qui était de 14%, car l'andexanet n'est pas dépourvu de propriétés prothrombogènes, il reste prothrombogène, et c'est la raison pour laquelle la FDA, alors je vous ai respecté les polices, dit pourquoi l'andexanet est indiqué, mais vous voyez qu'il vous met un warning qui est plus gros que l'indication pour dire attention, risque donc de thromboembolique, ischémique, d'arrêt cardiaque et de mort subite. Donc c'est loin d'être l'antidote idéal. De toute façon, encore une fois, il n'est pas disponible, il est en essai ici pour les hémorragies intracrâniennes dans le service de neurologie. Et donc, qu'est-ce qu'on a à nos dispositions? Il nous reste les agents hémostatiques. Ces agents, et ceci selon les préconisations du GIHP, avec donc une étude prospective qui a permis de valider les schémas proposés. Le schéma proposé en France était de 50 unités par kilo de CCP ou un petit peu moins de CCP activé, et l'efficacité hémostatique, qu'elle soit totale ou partielle, a été, vous voyez, jugée bonne pour 44% des patients ayant reçu des CCP, 37% ayant reçu des CCP activés. C'est quoi la différence entre les deux? Le CCP, c'est donc le PPSB dont on a parlé tout à l'heure, le Confidex. Le FEIBA, c'est beaucoup plus cher et c'est surtout beaucoup plus thrombogène puisque les facteurs sont activés. Donc, c'est directement de la colle qu'on infuse aux patients avec un risque thrombotique a priori supérieur. Et vous voyez une efficacité, même si là, ce n'est pas comparable, mais en pratique, il est très peu donné. Deuxième étude importante, c'est un suivi prospectif de cohortes multicentriques chez des patients. Donc là, attention, c'est des patients avec hémorragie majeure, traités par savant et qui ont tous reçu des CCP. Et donc, soit traités par apixaban, soit par rivaroxaban, avec un âge médian, vous voyez qui est de 75 ans. À remarquer qu'un nombre non négligeable de patients prenaient des antiplaquettaires ou des AINS, qui évidemment majorent le saignement, et là encore, une majorité de saignements intracrâniaux. Il n'y a pas d'études spécifiques concernant le choc hémorragique sous-aortique. Ce suivi, donc, qu'est-ce qui a été réalisé? Vous voyez que les posologies ici de CCP sont beaucoup moins importantes qu'en France, environ 2 fois moindres, puisque dans l'étude d'Albaladejo, on était à peu près à 45 unités par kilo, et là, on est plutôt à 25 unités par kilo, bien entendu associées à des transfusions de concentré globulaire si nécessaire. Et à noter également que le délai médian
était de 12,5 heures chez ces patients. Alors, cette dose, ça correspond à quoi en pratique? Pour un patient de 80 kg, ça fait environ 2000 unités de CCP. Qu'est-ce qu'il en est donc des résultats concernant l'efficacité? Donc, en gros, l'efficacité est jugée satisfaisante dans environ 2/3 à 3/4 des cas, ce qui veut dire que donc il y a une inefficacité dans 25 à 30% des cas. Et par ailleurs, ça n'est pas non plus dénué à 30 jours, encore une fois, pour des malades chez qui on interrompt l'anticoagulation et qui sont par ailleurs traités par anticoagulants. Un certain nombre vont faire des accidents thromboemboliques et vous voyez ici donc également des décès, principalement chez les malades avec hémorragie intracrânienne. Donc, en résumé, pour ce qui concerne les AVK, encore une fois, quand il s'agit d'hémorragie grave, a fortiori de choc hémorragique, il faut donner et de la vitamine K et du CCP dès que possible sans attendre l'INR. Ne pas oublier de surveiller l'INR à 30 minutes pour voir s'il y a besoin d'une deuxième perfusion et aussi surveiller l'INR à H6. Par ailleurs, pour les AOD, pour le dabigatran, on est assez confortable puisque l'idarucizumab permet vraiment de réverser très rapidement, de manière assez durable, l'anticoagulation. En revanche, pour le rivaroxaban, la pixaban, eh bien, pour l'instant, on n'a que le CCP. Je déconseillerais le CCP-A pour des malades qui reçoivent des anticoagulants qui sont donc à la fois, en général, à risque thrombotique, mais aussi hémorragique. Et pour ce qui est de la posologie de CCP, eh bien, c'est à évaluer en fonction du malade entre 25 à 50 unités par kilo et avec, là encore, une surveillance de l'activité anti-DISA qui peut être disponible en urgence 24 heures sur 24 et qui peut vous aider, bien entendu, ensuite dans la prise en charge ultérieure. Bien évaluer pour chaque patient la balance bénéfice-risque et attention aux événements thrombotiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était très clair, merci. Si vous n'avez pas de questions, on va clôturer le staff. OK. Merci beaucoup. Merci.